cognitive et comportementale. Professeur Cyril Tarquinio, qu'on applaudit, professeur des universités, directeur du laboratoire de psychologie de la santé à Metz, psychologue, psychothérapeute. Vous êtes le fondateur de la première structure universitaire de recherche et de pratique psychothérapeutique, le Centre Pierre Jamet. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'un qui est bien évidemment disponible, même sans doute plusieurs, mais je cite le dernier, donc l'aide-mémoire de l'EMDR, paru chez Duno, que je pense vous dédicacerez au terme de cette table ronde. Et j'invite également une patiente donc, qui va témoigner, Michel Larry, je vous en prie. Installez-vous près de Julie. Et je vais passer tout de suite la parole à Julie pour ce débat, sachant que comme nous avons eu la visite de Monsieur le maire et vraiment qu'on remercie beaucoup, nous n'allons pas prendre de questions-réponses sur cette table ronde, mais nos invités accepteront de vous répondre à l'extérieur, peut-être autour d'un café. Donc merci de votre compréhension. Julie, c'est à vous. Merci beaucoup Hélène. Merci à tous d'être là pour parler de MDR, le Eye Movement, excusez-moi en anglais, Desensitivation and Reprocessing. Et on va commencer par un film très court qui ne parle pas d'hommes, mais de souris, que va nous présenter très rapidement le professeur Tarquinio. Alors, vous le voyez là-haut, et il y a un bip. Voilà, je commente. Alors... Regardez la souris qui bouge en bas à droite. Et regardez à côté, juste à chaque fois qu'elle bouge, il y a un petit faisceau lumineux là, voilà, qui l'oblige. Vous voyez, à chaque fois, on suit son mouvement. Et en fait, voilà, on suit. Vous voyez, hop, le petit faisceau lumineux est toujours en face d'elle et ça bouge de droite à gauche. Les autres souris ne bougent pas. Bien. Voilà, on peut en rester là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de l'EMDR. Et je reviendrai tout à l'heure à ma vidéo. N'oubliez pas, vous aviez des souris qui étaient tétanisées à l'apparition du son. En fait, on les a conditionnées. C'est-à-dire que c'est très facile, on sait très bien faire ça. On apprend aux souris, en associant un son et une décharge électrique, à ne plus bouger. En fait, elles ont peur, puisque quand elles entendent le son, elles attendent la venue du choc électrique. La souris du bas, elle a été conditionnée comme les autres, c'est très important, mais on a fait en sorte qu'à chaque fois, en fonction de ses mouvements, devant elle se trouve un faisceau lumineux, une lampe, une LED qui bouge de droite à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve ce qu'on développe dans la thérapie EMDR depuis de nombreuses années maintenant. C'est une publication qui date du mois de juin 2019. Eh bien, ces mouvements oculaires qu'on impose à la souris ont un effet de désensibilisation de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, cette souris, qui est soumise à ces mouvements oculaires de façon alternée de droite à gauche, la conduisent, contrairement aux autres souris des autres groupes, à ne plus anticiper la peur consécutive à la survenue éventuelle d'une décharge électrique. On a désensibilisé, par ce simple phénomène de mouvement oculaire, sa peur, et l'appréhension de la décharge électrique qui conduit les autres souris qui ne bénéficient pas de cette stimulation-là d'être tétanisées. C'est pas ça le MDR. Ça, c'est un des principes de la thérapie EMDR. Mais la thérapie EMDR, au fond, c'est très intéressant parce que malheureusement, Francine Shapiro est également décédée en 2019. En juin, la publication ici date de février 2019. Et Francine Shapiro, voilà quelqu'un qui a véritablement contribué au mieux-être, je dirais, de l'humanité. En 87, elle découvre par hasard en se promenant, c'est une belle histoire, que si elle a des pensées, on pourrait tous le faire. Vous pensez à des choses pas trop chargées émotionnellement, que vous laissez venir à votre esprit, et puis ensuite vous faites des mouvements de droite à gauche en regardant, lorsque vous êtes dans votre chambre ou votre salon, les coins de la pièce, de façon alternée, et vous allez vous rendre compte que, au bout d'un certain temps, cette charge émotionnelle diminue, comme pour mes souris. Sauf que Francine Shapiro était chercheure et elle s'est demandé si l'observation à l'intérieur d'elle-même était le fait du hasard. Elle a demandé à ses amis ont répliqué cette petite expérience, ça a fonctionné, et puis elle a fait une recherche, comme on sait le faire dans le domaine, et elle a montré qu'effectivement, eh bien, cette thérapie, puisque au-delà des mouvements oculaires, il y a tout un protocole, conduisait à
améliorer l'état émotionnel des patients, à désensibiliser la charge émotionnelle. Et depuis 1987, les publications se sont démultipliées et on doit à David Servan-Schreiber l'arrivée en France de l'EMDR. Et aujourd'hui, c'est un espace de recherche. La question n'est plus de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est un faux débat. La question aujourd'hui des chercheurs, c'est pourquoi ça fonctionne. Et l'autre enjeu, c'est comment, de la prise en charge du psychotraumatisme, on peut appliquer cette thérapie à d'autres champs. Je pense par exemple, c'est une des orientations de mon laboratoire, à la prise en charge des malades du cancer, puisqu'on sait bien que la charge émotionnelle dans la maladie est une dimension extrêmement importante. Voilà une histoire qui a commencé en 1987 et qui se poursuit. Alors très bien, donc l'EMDR, très concrètement, aujourd'hui, c'est une thérapie qui fonctionne donc avec le mouvement oculaire. Et cette thérapie, elle soigne principalement, aujourd'hui, on va en parler, les syndromes post-traumatiques. Donc, tout le monde peut-être a entendu parler de ça en regardant la télévision, dans les séries américaines. Il y a toujours le vétéran d'Afghanistan qui souffre d'un syndrome post-traumatique. Pour nous, c'est assez flou. Et il y a des choses, ça peut être un deuil, ça peut être énormément de choses, un traumatisme. Et j'ai envie d'inviter tout de suite donc Michèle Larry, qui a connu, elle, un traumatisme, mais qui ne le savait pas. Donc elle va nous raconter, on va partir de l'exemple simple. C'est pas l'Afghanistan, non, c'est un jour un accident de voiture qui vous immobilise, vous êtes blessé. Il y a 18 mois qui s'écoulent sans aucun symptôme, et puis un jour, quelque part, vous vous effondrez, c'est-à-dire que vous êtes prise d'une crise. Racontez-nous, Michèle, comment ça s'est passé et ce qui vous a ensuite conduit à expérimenter cette thérapie. Voilà, j'ai eu un accident de voiture, j'ai été renversée, un véhicule est venu et m'a heurté dans le dos. J'ai fait un vol plané, je suis tombée sur le sol en position de fœtus, je ne pouvais pas me retourner et j'entendais mon mari qui hurlait parce que le véhicule continuait à reculer et s'est arrêté en réalité à quelques centimètres de moi. Bon, l'accident, on a traité le côté physique, j'ai eu des problèmes aux vertèbres, des fractures de vertèbres, et puis tout s'est passé normalement. Et un jour en voiture, mais je n'avais eu aucun problème jusqu'à présent, et là, il y a eu des motos qui sont arrivées à fond de train, qui ont fait beaucoup de bruit, et j'ai eu en moi quelque chose de très très bizarre. Et là, j'ai commencé une crise de tétanie, ce que j'ignorais jusqu'à présent. J'étais vraiment la poupée chiffon, je n'arrivais pas à communiquer avec mes petits-enfants qui étaient derrière, mon mari qui conduisait. C'est une crise de tétanie, je ne le savais pas sur le moment, mais j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et mon mari m'a conduite chez le docteur. On m'a extrait de la voiture, j'emploie bien le mot extrait parce que je ne pouvais pas bouger. On m'a porté un fauteuil roulant et c'est ma petite fille et mon mari qui m'ont sorti du véhicule. Le docteur a diagnostiqué une crise de tétanie. Il a appelé les pompiers, je suis allée à l'hôpital et ça a été en effet dit, le mot était prononcé. Et je n'ai pas voulu retomber là-dedans, étant donné que je pensais que je mourrais. C'était très désagréable, pas pour moi, parce que j'étais très lucide de ce qui se passait, mais pour de la façon de me donner en spectacle à mes petits-enfants et à mon mari. Et voilà, j'ai décidé de voir un psychiatre. Et j'ai eu quelques séances en psychiatrie et le psychiatre m'a dit « Je vais vous diriger vers une personne qui, elle, va vous faire des séances de MDR. » Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et là, les séances m'ont fait beaucoup de bien. Je pense que... Oui, merci Michèle. Je vais peut-être prendre la suite et merci pour votre témoignage parce que c'est quand même pas évident là devant une salle pleine comme aujourd'hui de venir témoigner de ce que vous avez vécu. Alors pour reprendre peut-être un petit peu la suite par rapport à ce qu'on disait, effectivement avec Madame Larry, on a pu faire en tout 3 séances de MDR.
Donc 3 séances qui n'étaient pas uniquement de l'EMDR, puisque la première, effectivement, séance nous a permis de construire ensemble ce qu'on appelle une anamnèse, de bien fouiller l'histoire de vie de la personne, de faire ce qui est très important aussi, des évaluations, pour être sûr qu'on était effectivement dans un trouble anxieux, de poser le mot de trouble de stress post-traumatique derrière ce qu'elle avait vécu, pour finalement ne faire qu'une séance complète de MDR et puis une réévaluation, je crois, quelques semaines après. Je tiens juste à préciser que aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs types de traumatismes. On a des traumatismes que l'on appelle des traumatismes simples et des traumatismes complexes. Ce pourquoi Madame Larry est venue consulter était un traumatisme simple. On n'était pas dans quelque chose, malheureusement, qui soit survenu pendant l'enfance, à l'adolescence, ou un traumatisme comme par exemple les maltraitances physiques ou psychologiques, de manière répétée. Donc là, dans ce cadre-là, et on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez rare, le trauma simple. En tout cas, en cabinet libéral, ou même lorsqu'on travaille dans un centre de recherche, on reçoit peu de traumatismes simples. Finalement, on a beaucoup plus de traumatismes complexes. Donc je voulais juste souligner cet aspect qui me paraît important. Le MDR n'est pas un outil magique qui guérit en 3 séances. Et ça me semblait important. Et alors justement, sur cette notion de trauma simple, comment, on va dire que c'est le cas le plus simple et le cas le plus efficace, puisque les résultats sont évidemment, les résultats cliniques sont indiscutables. Comment se déroule très concrètement, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, ou ne l'auront peut-être jamais, je leur souhaite en tout cas d'avoir besoin d'une thérapie. Comment est-ce que ça se déroule, une séance ? Alors je vais essayer de résumer les choses, puisque en fait le MDR c'est un protocole qui est très structuré, un protocole scientifique évalué en 8 phases. Donc une séance, si on prend une séance de désensibilisation, comme l'expliquait le professeur Tarquinio tout à l'heure, on va déjà avoir bien défini le trauma, l'événement sur lequel on travaille avec le patient, et puis on va déterminer ensemble ce qu'on appelle un plan de ciblage, en déterminant une image traumatique sur laquelle il y a encore une valence émotionnelle très forte pour le patient. Quand je dis une image, bien entendu, ça peut être une image visuelle, mais également un son, le souvenir d'une odeur. Et puis on va travailler également sur ce qu'on appelle les cognitions, c'est-à-dire tout ce qui est pensées négatives qui peuvent être en lien avec l'événement. Dans certains cas, c'est je me suis sentie très impuissant ou impuissante à ce moment-là. La pensée je suis faible, je suis en danger, qu'on va associer avec cet événement. On va évaluer l'émotion qui reste encore, dans le corps de la personne au moment où elle repense à l'événement. Et puis les sensations corporelles aussi, qui sont quelque chose de très important à prendre en compte dans la thérapie EMDR. Et on va commencer notre phase de désensibilisation en ajoutant ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées. Bon, c'est un bien grand mot. Finalement, c'est les mouvements oculaires. Mais on n'a pas que les mouvements oculaires en EMDR. D'ailleurs, avec Madame Larry, on n'a pas utilisé les mouvements oculaires. Alors, concrètement, c'est avec les doigts, donc vous faites bouger les yeux, voilà. Exactement. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu plus moderne. On a du matériel en EMDR avec une barre de stimulation qui existe avec un point lumineux qui va se déplacer de gauche à droite et que le patient va devoir suivre. Mais on peut aussi faire les choses de manière un peu plus archaïque, entre guillemets, tout simplement en faisant suivre le patient les doigts du thérapeute de gauche à droite, en utilisant un stylet ou un stylo. Mais on s'est rendu compte à un moment donné que c'était compliqué au niveau de l'accessibilité pour les personnes, par exemple, malvoyantes. Comment utiliser le MDR et comment utiliser les stimulations pour des personnes qui ont ces problèmes. Et donc des études ont été réalisées et il y a d'autres types de stimulations qui sont toujours bilatérales et alternées. On fait travailler à chaque fois cerveau gauche et cerveau droit. On peut utiliser donc des pressions, par exemple, sur les genoux des patients, dans les mains des patients, et on a également des machines qui vibrent de chaque côté. Et la même chose aussi, je ne développerai pas dans le détail, mais au niveau des stimulations auditives aussi, où on peut faire des stimulations avec un casque de chaque côté qui va venir produire un bip à gauche, puis ensuite à droite. D'accord. Alors on sait faire, mais professeur Tarquinio, on en parlait un petit peu avant, on ne sait pas exactement finalement, on sait faire, mais quel est le principe, comment ça marche? On sait que ça marche, mais il y a un grand vide finalement encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est bien d'ailleurs. C'est-à-dire que je mets au défi quiconque dans cette salle de m'expliquer concrètement, vraiment pas à partir de métaphores ou de théories qui, rappelons-le, ne sont que des hypothèses, comment globalement les psychothérapies marchent. C'est une vraie question.
D'abord, il faut savoir que l'EMDR a été une découverte fortuite, au même titre que l'aspirine, que la pénicilline. Donc la médecine est pleine de ces recherches fortuites qui nous permettent, on l'a vu avec la pénicilline, de soigner et de sauver des vies pendant des années avant de comprendre quels sont les principes actifs qui sont en jeu. Je le disais tout à l'heure, la thérapie EMDR aujourd'hui est considérée par l'OMS, par l'HAS, comme la thérapie de choix dans la prise en charge du psychotraumatisme. La question ne se pose plus en ces termes. On sait que ça fonctionne. Je dirai un mot sur la question de la recherche tout à l'heure. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut déployer cette thérapie dans d'autres champs. Je viens de dire un mot aussi. Mais effectivement, on ne comprend pas vraiment comment ça marche. On a eu pendant un temps la théorie du sommeil paradoxal. On sait que quand on dort, il y a des phases de sommeil où les yeux sous les paupières bougent. On s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on sait que si on prive les gens de sommeil paradoxal, ça a des effets sur le plan psycho-émotionnel, voire même sur l'équilibre psychique des gens. Sauf que les mouvements oculaires sous les paupières pendant les phases de sommeil REM, ce sont des saccades. Alors que quand on fait de la thérapie EMDR, c'est un mouvement qui est assez longiligne. Ce n'est pas la même typologie de stimulation. Donc on a abandonné cette hypothèse. Aujourd'hui, on est sur une hypothèse qui est assez compliquée, qui a d'ailleurs qu'on utilise avec l'utilisation du propanolol, qui est une molécule qu'on a utilisée, qui semble bloquer justement la manifestation de symptômes post-traumatiques, qui a été utilisée d'ailleurs sur un suivi de cohorte après les attentats de Paris. On pense que, on sait que le souvenir, il est engrammé dans le cerveau. Bien. Mais on sait que quand on rappelle le souvenir, au fond, c'est une période très particulière où on peut transformer le souvenir. C'est-à-dire que le souvenir qui est rappelé, eh bien, pour se réencoder en mémoire, il faut produire une protéine. Et entre le souvenir A qui est rappelé et le souvenir A' dont je viens de parler qui est recodé, ce n'est pas la même chose. Et l'idée, c'est que peut-être, pendant cette fenêtre de tir-là, eh bien, d'abord, c'est là que la propanolol qu'on utilise, qui est une molécule, agit, mais peut-être que toutes nos psychothérapies, y compris la mindfulness, eh bien, vient perturber ce processus de réencodage en saturant une autre capacité et une autre aptitude de la mémoire, c'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est très simple. Il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps en Angleterre, où les gens partent du principe que la capacité de traitement de l'information est limitée. Si on occupe la mémoire, alors ce qui restera pour traiter d'autres informations, y compris émotionnelles, sera moins disponible. Par exemple, les collègues anglais ont confronté des gens à des images traumatiques, et à un groupe, ils ont fait jouer au Tetris. Donc ils saturent certaines fonctions cognitives, et l'autre, il les laisse tranquilles. Et bien, ils se rendent compte qu'effectivement, ceux qui ont joué au Tetris, eh bien, il y a moins de flashs intrusifs, d'images qui reviennent en mémoire liées à des images post-traumatiques qu'ils avaient visualisées. Eh bien, cette saturation de la mémoire de travail, ça c'est simple, hein, eh bien, peut-être qu'avec ces mouvements oculaires, peut-être qu'avec focalisez-vous sur votre corps et votre respiration, eh bien, on occupe quelque chose qui rend la capacité mémorielle et d'attention moins solide pour traiter l'information traumatique et donc bouleverser la réinscription en mémoire à long terme. Eh bien ça, ce sont des nouvelles pistes de recherche. En fait, ce qui est intéressant dans la thérapie EMDR, c'est plus de montrer qu'elle marche. Je le disais tout à l'heure, sauf à être de mauvaise foi, les études sont là. C'est de comprendre pourquoi ça marche. Et là, ça va bien au-delà de la thérapie EMDR parce que c'est vraiment un questionnement sur l'ensemble des psychothérapies qui est en jeu. On a, pendant ces 2 jours, parlé de mindfulness, d'hypnose, on aurait pu parler de TCC, on parle aujourd'hui de EMDR, mais attendez. Et toutes ces thérapies-là, on peut ramener une analyse de la littérature qui montre que leur effet est indiscutable sur la prise en charge, par exemple, du psychotraumatisme. C'est clair. On montre également, grâce à l'imagerie cérébrale, que chacune de ces psychothérapies va agir entre l'avant et l'après. Certaines structures cérébrales vont être activées, d'autres désactivées. Les mêmes d'ailleurs, pour chacune de ces thérapies. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait autant de principes actifs
qu'il y ait de psychothérapie. Forcément, toutes ces psychothérapies, puisque le processus de guérison est unique, agissent de manière plus ou moins directe sur des mécanismes similaires. Et c'est ça l'enjeu de la thérapie de demain. C'est d'isoler et de comprendre ce qui se joue dans les processus psychothérapeutiques qui traversent toutes les psychothérapies. Et il faudrait d'ailleurs que notre discipline cesse effectivement de s'invectiver en pensant que l'un ou l'autre est dépositaire de la bonne méthode, parce que, au fond, chacun d'entre nous traite et agit plus ou moins directement sur les mêmes mécanismes, et qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est que les gens aillent mieux. Tout à fait. Alors on parle de trauma simple, et puis finalement le MDR s'applique aujourd'hui, alors là les avis sont partagés, s'applique pour un tas de choses, en tout cas il y a des demandes. J'ai discuté tout à l'heure avec une psychiatre qui me disait il y a des gens qui ont une rage de dents et qui me demandent des séances MDR. Comment est-ce que cette thérapie qui fonctionne, on le sait, pour quelque chose de précis, comment peut-elle être envisagée au sens plus large, et peut-elle l'être et associée, et comment? Oui, alors au niveau des indications thérapeutiques, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du trauma et du trauma simple. Aujourd'hui, on sait qu'on a d'autres indications pour le MDR, comme par exemple pour les troubles anxieux, hein, on a un protocole pour les phobies spécifiques, par exemple. Il y a des choses qui ont été également réalisées sur certains troubles de la personnalité. On sait qu'une prise en charge de MDR peut être intéressante. On a aussi des protocoles aujourd'hui pour des personnes avec déficience intellectuelle, par exemple. Et plus récemment, il y a quelques années, on a même eu un protocole adapté, et je tiens à l'évoquer, pour les personnes âgées avec troubles neurocognitifs. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux effets de la thérapie EMDR avec un protocole qui a été réadapté à la personne âgée avec notamment maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Donc effectivement, il y a des indications qui sont de plus en plus larges, mais là je pense que c'est aussi le professionnel de santé, hein, qu'il soit médecin ou qu'il soit psychologue, qui doit vraiment être à l'écoute de son patient pour voir si effectivement le MDR est indiqué, la thérapie cognitive comportementale ou d'autres pratiques comme la mindfulness. Alors on a l'impression qu'il y a dans les résultats qu'il y a quelque chose d'assez mécanique. Il y a pour vous, Michel, il a suffi, enfin j'ai envie de dire il a suffi, c'est une chance de seulement 3 séances. Donc en 3 séances, vous avez réussi à évacuer une bonne part du problème. Et puis parfois, on en parlait tout à l'heure, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Comment c'est pas remboursé? C'est aussi une question. Les patients qui viennent vous voir légitimement se demandent s'ils en ont en gros pour 1 mois ou pour 1 an. Alors, c'est une vraie question, parce que là, il y a une espèce de dérive épistémologique. Dans la littérature, effectivement, qu'est-ce que c'est la littérature? C'est-à-dire qu'on compare des groupes et on se débrouille pour faire en sorte que les groupes soient comparables sur tous les critères, sauf le fait de faire de l'EMDR et l'autre groupe ou les autres groupes de faire autre chose. Bien. C'est ce qu'on appelle les critères d'inclusion. C'est important, hein, parce que actuellement, je travaille surtout sur les maladies chroniques, en fait. Et là, on a un gros protocole de recherche sur la prise en charge des patientes atteintes par le cancer du sein et sur les conséquences psychologiques de la survenue du cancer du sein. Quand je regarde les critères d'inclusion pour entrer mes patients dans mon protocole de recherche, mais ces patientes-là, je ne les vois jamais dans ma pratique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de critères pour être sûr que ce soit propre, eh bien, la recherche renvoie à une autre réalité. Et cette réalité-là, toutes choses étant égales par ailleurs, on arrive à montrer qu'effectivement, en 3, 4, 5 séances, on est très efficace sur des troubles simples. Bien. Mais dans la vraie vie, rien n'est jamais égal par ailleurs. On est confronté à la complexité de la vie, à la complexité de notre parcours de vie. Vous évoquiez tout à l'heure l'accident dont vous avez été la victime. Et au fond, tout à l'heure, on évoquait l'idée du plan de ciblage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de mettre en perspective l'événement auquel j'ai été confronté, l'accident, et souvent cet événement, j'ai eu peur, je me suis sentie impuissante, eh bien, peut renvoyer à d'autres réseaux traumatiques
qui sont dans notre histoire de vie. Et quand on tire la ficelle de l'émotion du présent, souvent elle active des émotions et des traumatismes du passé. Et alors là, c'est une autre histoire. Oui, ceux-là, je ne les mets pas dans ma recherche, parce que je n'arrive pas à évaluer ça. En revanche, dans ma pratique clinique, il faut que je me débrouille avec ça. Et du coup, 3-4 séances dans la recherche, mais dans la vraie vie. Aujourd'hui, en moyenne, une psychothérapie, avec la thérapie EMDR, mais avec d'autres, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que de l'EMDR, on est dans une perspective très intégrative, très ouverte. C'est ça le modèle actuel. Une psychothérapie, c'est 6 mois, 12 mois, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Mais quand j'ai commencé la psychothérapie il y a 20 ans, mais c'était 4 fois plus long. C'est-à-dire qu'on a une vraie évolution, une vraie transformation des pratiques. On ne comprend pas tout, mais on s'est amélioré. Alors justement, dans la pratique, qu'est-ce qui a changé, pour que vous réduisiez à ce point, quelles sont les évolutions dans le MDR? Il y a 2 niveaux d'évolution. D'abord, on a une meilleure compréhension de la psychopathologie. Pendant longtemps, on était dans des visions tubulaires, c'est-à-dire que si j'étais d'obédience psychanalytique, je regardais les choses à travers le prisme de la psychanalyse. Hein, bien. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. Si je suis convaincu dans ma tête que les femmes sont moins bonnes que les hommes dans leur conduite automobile, je ne verrai que des femmes qui font des erreurs de conduite. Ben oui. Si je suis convaincu de voir tel ou tel mécanisme de défense, ben je vais le trouver. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des approches beaucoup plus larges. Vous savez, la souffrance psychique n'appartient plus ni à la psychiatrie ni à la psychologie. Aujourd'hui, on a des travaux sur activité physique et dépression. Aujourd'hui, on a des travaux sur alimentation et dépression. Je veux dire, mais on a besoin de ces savoirs-là. Il faut non pas qu'on fasse un patchwork, mais qu'on articule les connaissances et qu'on produise à partir de cette articulation de nouvelles connaissances. Donc on a fait d'énormes progrès sur la compréhension et l'évolution de nos théories, première chose. Et puis on a fait d'énormes progrès aussi sur la manière de penser. Nos collègues sont venus parler de mindfulness, de méditation, mais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années de cela, sauf certains milieux, mais dans le milieu académique, il fallait pas trop en parler. Des gourous. Mais oui, je veux dire, alors qu'aujourd'hui c'est devenu une évidence. Et d'où vient l'évidence? De nos patients. Parce que nos patients, ils sont bien plus intelligents que nous. Ils sont capables d'aller chercher ce qui est bon pour eux. Et de ce point de vue, ils ont compris qu'il fallait faire un marché thérapeutique. Et ils ont une démarche intégrative depuis bien avant nous. Et ça, c'est aussi le renouveau de la psychothérapie, cette capacité d'articuler les savoirs en termes d'intervention. Et ça nous donne des pistes nouvelles pour penser de nouvelles formes de psychothérapie demain. Et puis, troisième point, aujourd'hui, la place du cerveau est transversale à tout ça. Je veux dire, moi, je n'ai pas un enseignement auprès de mes étudiants où je ne viens pas avec ce qui se passe d'un point de vue neurologique. Mais il y a 20 ans, moi, je n'ai pas connu ça quand j'étais étudiant. Donc, on est dans une véritable révolution de ce point de vue. Et vous parliez tout à l'heure, Michel, donc d'avoir vu d'abord un psychiatre qui vous oriente ensuite. Est-ce que vous êtes passé de main en main et qu'est-ce qui... Racontez-nous un tout petit peu comment se sont déroulés, qu'est-ce qui vous a convaincu finalement? Est-ce que vous avez dès la première séance ou c'était au bout de la 3e? J'ai été convaincue tout de suite parce que j'ai eu confiance premièrement au psychiatre que j'ai contacté et il m'a dirigée au bout de 2-3 séances vers Madame Vaillant. Et la première séance, c'était l'information et puis savoir un peu le vécu que j'avais eu. Il y a eu ensuite, la deuxième séance, ça a été le MDR proprement dit. Et ensuite, ça a été la validation. Voilà. Et alors, la relation avec le thérapeute? C'est énorme. Oui, c'est vrai, c'est énorme. Le premier contact que nous avons eu a été... magnifique, je me suis sentie en confiance tout de suite. Le sourire, l'approche, la facilité d'aborder les questions, enfin vraiment je me suis sentie très vite en confiance et je crois que ça a été réciproque. Oui, je confirme, ça a été réciproque et puis c'est très juste, je rebondis sur ce que vous dites, on en parlait justement tout à l'heure, mais ce qu'on appelle nous les psychologues l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la qualité de la relation qu'il va y avoir entre le thérapeute et son patient, ça reste quand même une donnée qui est essentielle. Et non pas seulement pour le MDR,
mais pour toutes les psychothérapies qu'on va pratiquer, et puis même au sens plus large, je pense même avec son médecin, la qualité de l'alliance thérapeutique est là aussi bien importante. Alors, on parle des phases. Quand je vous entends tout à l'heure, on a l'impression le cerveau est un microprocesseur dans lequel on va glisser, j'ai envie de dire, des éléments positifs là où le négatif s'est ancré. Comment ça fonctionne? Et puis, vous parliez aussi d'imagerie médicale. Qu'est-ce qu'on voit? Racontez-nous, voilà, très concrètement, s'il fallait faire un schéma, quelque chose de simple. Alors oui, c'est un microprocesseur, mais c'est sans doute le plus vieux microprocesseur, puisqu'il est aussi vieux que l'humanité. Et qu'est-ce qui fait qu'on est là? C'est parce qu'on s'est adapté. C'est-à-dire qu'on a toujours trouvé des ressources pour faire face à l'adversité. Le cerveau est une machine à traiter de l'information. Oui, mais une machine à traiter de l'information dans une perspective adaptative. Prenons un exemple. Nous avons tous été confrontés à des événements difficiles, un deuil par exemple. Bien. Heureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu besoin d'aller chez le psychologue. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte que le temps faisant, eh bien, la charge émotionnelle est moins forte. Bien. Mais le temps n'y est pour rien, puisque vous avez d'autres gens qui, des années après, sont dans la même souffrance. C'est-à-dire que en fait, notre cerveau a sa capacité à s'auto-réparer. On le voit et on commence à identifier les mécanismes. Qu'est-ce que fait la psychothérapie? Toutes les psychothérapies, mais elles ne font que potentialiser cette ressource adaptative. Toutes les psychothérapies, la plupart du temps, demandent aux patients de revenir chercher l'événement traumatique. Pourquoi? Mais c'est pour le remettre dans la machinerie cérébrale et de remettre en route un dispositif naturellement présent qu'on essaye de refaire fonctionner parce qu'il a pu dysfonctionner. Les symptômes post-traumatiques, les symptômes dépressifs et peut-être même toute la psychopathologie sont peut-être le résultat de ce déficit adaptatif. C'est-à-dire de cette incapacité à traiter la formation et la charge émotionnelle. Ça a bugué à un moment donné et ça donne des symptômes. Et l'idée, c'est effectivement, grâce à la thérapie, et la thérapie, on retrouve cette idée en hypnose, en EMDR, mais dans bien d'autres approches, c'est au fond, et c'est une grande modestie, c'est de s'appuyer sur cette machinerie à traiter l'information qui fait que nous sommes là et que nous sommes capables effectivement d'absorber, de gérer les contraintes émotionnelles du quotidien. Et parfois ça coince, et la psychothérapie, eh bien, elle est là pour potentialiser. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors ça va dépendre des pathologies, mais globalement, si on reste sur la question du psychotrauma, c'est très simple. Vous avez le système limbique, c'est au milieu du cerveau. Voilà. C'est l'hippocampe, c'est l'amygdale, etc. Donc au milieu du cerveau, vous avez tout ce qui est charge émotionnelle. En fait, s'il n'y avait que ça, je serais dans la peur permanente, je serais dans l'émotion permanente, je serais comme mes souris, quoi. C'est-à-dire que voilà, je serais dans une réaction, je dirais, émotionnelle, essentiellement. Et physique aussi, mais je resterai sur le système limbique. Et puis, au fil de l'évolution, il y a le néocortex qui est venu, et surtout cette partie qu'on a devant, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est une machine à traiter de l'information. Et en fait, il y a un lien très particulier entre cette partie-là et le système limbique. C'est comme le frein à l'accélérateur. L'accélérateur, c'est la charge émotionnelle, et le système, là, ici, je devrais avoir peur d'être en face de vous. Il y a plein de monde, qu'est-ce que je fais là? Je suis fou. Et ça, c'est mon système limbique. Et puis il y a mon système, mon préfrontal qui dit « Mais non, tu es là pour raconter des choses intéressantes, peut-être intelligentes. Et peut-être que ça va donner des idées à des gens. Et au fond, tu as l'habitude, c'est ton métier. » Donc c'est le frein. Et quand on va bien, c'est l'équilibre entre frein et le système émotionnel. Alors quand c'est déconnecté, quand on est face à un traumatisme, comme vous, madame, eh bien le système du préfrontal, il n'est plus là pour dire il n'y a pas de danger, et c'est la charge émotionnelle qui prend la main, et il n'y a plus rien pour la contrôler. Et qu'est-ce qu'on fait dans la psychothérapie? Eh bien, quelles que soient les psychothérapies, en EMDR aussi, bien sûr, mais dans les autres aussi, eh bien, on refait de la connexion cérébrale entre les différentes parties du cerveau, et ça marche super bien. Voilà. Très bien, écoutez, je crois que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup.
grand merci donc à vous trois. Merci beaucoup Julie. Je rappelle donc le professeur Tarquinio va dédicacer son livre donc auprès de notre librairie. Vous y trouverez également tous les numéros du Point. Je pense qu'ils sont également à votre disposition si vous avez vraiment quelques questions pour y répondre à l'extérieur.